Ensuite, je fais... Michel, bonjour. Écoute, j'aimerais qu'on démarre un peu cet entretien autour de Digiden. Alors, peut-être que tu nous racontes d'abord ce que c'était que cette affaire Digiden et puis d'où ça venait, qu'on fasse une espèce de flash, qu'on revienne en arrière de... D'accord. Hmm. En fait, Digiden est né d'un dragon. Alors, avant de parler de... Non, c'est quoi Digiden? C'est un spectacle? Ah oui, Digiden, oh, c'est pas que ça. Je pense que j'ai fait ça en 2000, quelque chose comme ça. C'est un petit personnage, tout dessiné au crayon, qui est un petit peu comme ça, rhumatisant, un petit peu souffreteux, mais avec un caractère de cochon. Et c'est un spectacle C'est interactif. en fait un Jaffrenou. Ouais, c'est un peu. Ouais, on peut le dire comme ça, passons. Et donc, je jouais sur scène avec lui. C'est un peu comme Pinocchio. Et moi, je faisais le rôle de Geppetto. Dans le sens que lui apparaît dans un écran et est capable de se comporter suivant la manière dont ceux qui sont en face vont se comporter avec lui. Donc, moi, je dialogue au début. Je dialogue avec lui. Enfin, il sait dire que oui, non. Hein. Mais alors il pleure beaucoup, alors où il rigole, où il est insupportable, il fait des pirouettes à n'en plus finir, enfin bon, où il passe des coups de fil, voilà. Donc c'est un système interactif, quoi, en fait. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans le spectacle, les gens peuvent aussi jouer avec lui, les enfants La sur salle scène. peut jouer. Ah oui, absolument, on n'éteint pas la salle d'ailleurs. Et puis, au bout d'un moment, il sollicite les gens à venir sur scène, il fait semblant de se suicider et demande d'avoir un... C'est le ventriloque. Là, que tu as Oui, inventé. c'est ça, oui, c'est le système du ventriloque, c'est la marionnette, quoi. Mm. Et j'ai monté ça, et il a un site, donc internet, qui en ce moment pas sur internet d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais il a un site où on peut jouer avec lui. Il y a des jeux interactifs dedans, et puis sa vie. Parce que ce personnage donc, a un long nez comme ça, en pointillé, hein, simplement. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de bouche. Il se comporte uniquement avec son corps et des espèces de bruits faits par un musicien. Et il a un site sur lequel on voit sa vie. C'est-à-dire, on voit qu'il a été commandité pour faire des remises des prix à la jeune création numérique à Valenciennes, les Imagiciens, faire des remises des prix, présenter les sponsors. Il a fait l'ouverture du Cube multimédia, ou même, comment ça s'appelle, Santini, Monsieur Santini, a lancé, le maire a lancé Digiden, voilà, et tout le monde rigolait bien, sauf les politiques. Ça, il a fait plusieurs boulots, et puis il a fait surtout des prestations de télé. Et alors c'est absolument mourir de rire, parce qu'il est passé dans les pubs télé, mais sur TF1, Ah bon? France 2, FR3, il a fait vraiment de la télé. Et tout le monde parle de lui. Un petit personnage est né, oh, il a drôle de caractère, ah oui c'est un spectacle, mais il est sur Internet, mais il n'est pas sur Internet, enfin tout le monde raconte ce qu'il peut raconter, puisque personne ne comprend comment ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un petit personnage informatique qui Oui. est manipulé par... il y a un algorithme, un programme qui le manipule? Comment Oui, ça se passe? et il y a ça, et puis il y a un piano derrière, qui permet aussi de répondre à certains comportements, puis il y a des espaces où il se comporte lui-même, quoi. Donc moi, quand je suis sur scène avec lui, je ne sais jamais comment il va se comporter. Ah, mais c'est vrai, c'est pas... Ah ben, bien sûr, je ne le sais pas. Donc Alors, c'est tout de l'improvisation. non, non, c'est c'est une réponse qui est à la fois, ben oui, c'est ce qui nous manquait. Moi, quand j'ai découvert toutes ces possibilités informatiques, c'est vraiment ce qui m'a... ça a été vraiment, pour moi, c'est une super bouffée d'oxygène, c'est un nouveau monde, quoi. Pour reprendre la création depuis le départ. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'expériences et d'apprentissage avant de faire le fantôme du ZKM, quoi, de l'expression de Bruno Latour. Et je voulais faire ce spectacle parce que, bon, j'ai pas spécialement envie de monter sur scène, mais quand j'ai créé le personnage, ça aurait pu être un point-virgule, hein, mais j'ai fait humanoïde parce qu'on s'identifie, et puis en plus,
les gens l'aiment beaucoup, quoi. Parce que c'est un peu l'enfant de tout le monde, bon, qui a ça le caractère, donc on déverse sur lui aussi. Il est infernal, il fait des tours, et donc tu improvises. Tu peux improviser. Et c'est vrai que quand j'arrivais sur scène, à part quelques points, je ne savais pas vraiment ce qui allait se passer. Mais alors, de manière, tout ce que tu nous décris là est décrit de manière poétique, mais de manière technique, je m'excuse, c'est un petit peu, un peu bébête, c'est ma question, mais comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que tout le monde veut toujours savoir... Non mais attends, je veux dire, d'un côté, quand moi j'ai vu le spectacle une fois à la Comédie Française. Oui, c'était à mourir de rire. À la Comédie Française. Il est né à la Comédie Française. La salle était pleine. Ouais. Était pleine. Il y avait un écran. Ouais. Tu étais devant l'écran. Tu avais, je crois, si j'ai bonne mémoire, tu parlais avec lui un petit peu. Et là, sur cet écran, il y avait cette espèce de personnage filiforme. Oui, filiforme. Comme en fil de fer, un petit peu. Voilà, c'est ça. Qui réagissait. Voilà. Alors, comment ça se passe? C'est un personnage informatique, c'est un, oui, c'est un personnage. Alors, je ne sais pas trop l'expliquer, parce que voilà, ce que j'avais découvert, c'est la possibilité de l'interactivité, c'est-à-dire de faire des algorithmes qui permettent de dire, voilà, dans telle et telle circonstance, si elles se sont réunies à tel et tel moment, alors il peut se passer telle et telle chose, ce qui est les systèmes de programmes informatiques que j'ai appliqués au théâtre et que j'aimerais bien maintenant appliquer beaucoup plus fort en faisant Faust la cybercomédie. C'est un apprentissage. Mais là, donc si tu veux que je te parle de technique, je ne sais pas quoi dire. Non, Michel, s'il se passe de telle et telle chose... On a développé un logiciel pour moi. Hein. Non mais ce telle et telle chose, c'est quoi? C'est l'acteur que tu es en l'espèce parle, se déplace, oui. C'est un niveau, une intensité de voix. Oui, il crie, il pleure, Non mais toi par exemple, Ah non, moi je ne suis pas l'acteur, je suis le Geppetto, vraiment du Pinocchio. Je présente aux spectateurs. Et j'ai voulu vivre cette aventure pour te dire, parce que je n'avais pas eu d'envie, j'ai dû faire une quinzaine de représentations, mais en n'allant pas que dans des milieux informatiques. Je suis allé en France, dans des endroits où ce n'était pas un public fan du multimédia, etc. C'est que je voulais vivre l'expérience par rapport au groupe, quoi. Et le meilleur moyen, parce que normalement, moi je fais les storyboards, et puis les storyboards sont des images, ça dit quelque chose. Parce que là, il n'y a pratiquement pas de storyboard. Il y a, si, tu verras les dessins, il y a un gros travail sur les carnets pour définir ses comportements dans quelle et telle circonstance, mais j'ai voulu vivre l'expérience. Et j'ai bien fait de la vivre, parce que c'est ça qui m'a fait vraiment découvrir en vivant avec les gens. Parce que faire de l'interactivité, interface, homme-machine, il y en a plein, hein, il n'y a aucun problème. C'est développement très technique, etc. Mais tout d'un coup, dans le spectacle vivant, avoir des personnages vivant leur vie, là, ça commence à devenir intéressant dans une interactivité de groupe. Parce que moi, en voyant ce spectacle, j'ai pensé à une opérette, dans lequel il y avait une espèce de relation ou de dialogue entre l'image, dans le cas des Guidaines qui est informatique, avant elle était vidéo simplement, et puis la personne vivante qui était sur scène, et on a eu ce sentiment de dialogue qui est instauré et qui donne de la profondeur, puisqu'en fait on peut se dire Guidaine c'est le fantôme de Jaffrenoux, enfin on peut dire des choses comme ça. Mais c'est comme les gens qui font du one-man show. Quelqu'un qui fait du one-man show, moi j'ai toujours gardé mon côté quand même café-théâtre, opérette. Moi j'aime bien tout ce rapport aux gens qu'on peut dire populaire, quoi, parce que c'est de là que je viens aussi, quoi. Et c'est là où je suis, quoi. Il est vrai que c'est drôle. Il est vrai que c'est très drôle. C'est drôle, quoi, parce que c'est surprenant. J'ai même joué à Mantes-la-Jolie au Val-Fouré, donc t'imagines, en faisant avant un workshop avec les enfants du Val-Fouré, donc qui est quand même un endroit dur. Et on a fait un spectacle avec ces enfants-là, où on a inventé avec eux des nouveaux comportements de Guidaine, et où il y avait, y compris tout d'un coup, entrer les loupards du coin, quoi. C'est quoi ton truc là? Enfin, toi, mais
cette espèce de petite crevette de rien du tout dessinée en trait, au bout d'un moment, parce que ça fait en sorte que tout d'un coup, ça répond vraiment au modèle que tu es habitué, et tout d'un coup, ça fait autre chose. Mais tu sais, les tautologiques, c'était exactement ça. Oui, non, mais c'est J'ai effectivement... joué devant des enfants, j'ai joué devant des gens de la vidéo, mais tout le monde se fait... Alors les enfants, je me rappelle, à Montbéliard, je crois, une journée où on jouait les tautologiques devant les enfants, puisque nous, on faisait exprès de faire voir les gags, donc on pêchait des gros poissons en carton dans le poste de... Oh, ils disaient les mômes, etc. Et à un moment, hop, tu les as. Parce que là, ils ne comprennent plus comment ça se fait. Et je me souviens qu'avec Dick Iden, je l'ai créé à La Rochelle, après le pseudo de la Comédie Française. Et je me rappelle, il m'avait dit, est-ce que tu veux bien que viennent les enfants de quartier, enfin toi, des quartiers difficiles, etc. Allons-y, allons-y, quoi. Alors ils sont trop participatifs. Au bout d'un moment, Dick Iden, il perd la tête. Hein. Il grimpe sur scène, il lui parle, etc. Et puis à la fin, ils sont partis. Et puis il y en a un qui est revenu vers moi, un gamin, et qui m'a dit Monsieur, vous ferez une bise à Dick Iden de ma part. C'est vachement mignon, ça. Ça veut dire, ça aurait pu être ça veut dire que. Et les gens, mais je me rappelle du genre, je serais con de dire ça, la ménagère du coin, mais je me rappelle d'une grosse dame, une fois, je ne sais plus où on était, à Aurillac, je ne sais pas où, et à un moment, Dick Iden se met en colère, hurle, et dit on dirait mon chat quand il est en colère et tout, et puis après, Dick Iden se flanque une balle dans la tête, il tombe. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il est mort. Il y a quoi? Un bug. Parce qu'on jouait sur la notion de bug. Alors, un bug, personne ne comprenait ce que c'était, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Et là, une petite fille aussi qui monte sur scène pour lui faire un bisou réel dans un écran virtuel, et l'autre, pouf, il saute en l'air, et tout le jeu était là. Quoi. Et tout ça, c'est automatique? Pas tout. Pas tout. Là, il y a quand même le piano derrière, oui, avec quelqu'un qui fait sauter. Parce que tu ne peux pas faire confiance totalement à l'automatique, sauf parce que c'est du spectacle vivant. Quand tu appliques ça, c'est de la scénographie numérique, quoi. Quand tu appliques ça à une exposition, comme ce fut le cas pour le fantôme au ZKM, là, c'est une autre affaire, parce que tout est automatique. Alors, on reviendra sur le ZKM, parce que c'est une grosse affaire. Ah oui, ça a été l'aboutissement de tout ça. Tout ça. Mais alors, revenons donc à Dick Iden. D'abord, on va peut-être essayer de faire la généalogie de Dick Iden. Mais avant, ce mot Dick Iden. Alors, Diggy, on devine que c'est digital. Non. Alors, justement. C'est un chant du Bénin, un chant sacré du Bénin, chanté par des Béninois, que j'ai découvert un jour, je ne sais plus très bien où, mais il doit être là quelque part, et où à un moment, j'ai cru entendre Dick Iden, Dick Iden. Et c'est ça l'origine. Et c'est ça l'origine du nom. On m'a tout dit, les Bretons, oui. etc. J'ai tout raconté n'importe comment, parce que j'ai beaucoup menti sur la technologie, aux journalistes, parce que tout le monde... Mais là, tu n'es pas en train de me mentir, c'est bien effectivement ça. Juste un peu. Et sur la technologie, parce que tout le monde veut toujours savoir, tu sais, c'était l'époque où, il y a quelques années, quoi, tous les trucs, c'est magique, ouais. Alors, bon, donc... On racontait des histoires, et les journalistes ont raconté beaucoup d'histoires sur les chaînes de télévision par rapport à la technologie de Dick Iden. Mais revenons donc à la généalogie de Dick Iden. C'est normal. Dick Iden, oui. C'est les années 2000, c'est l'informatique, c'est de nouveau cette interaction entre un personnage vivant, un comédien vivant, un personnage vivant, et puis une image numérique, enfin une image artificielle. Comment est-ce que c'est venu? Comment est-ce que tu es passé au fond des 3D dont nous parlions dans un précédent entretien avec Pierre et Lou et à ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est toujours la même histoire. Je t'ai raconté qu'après 89, après avoir fait vraiment Vidéopérette, qui a été mon plus gros spectacle, j'ai pu monter des images dans tous les sens, 14 magnétoscopes, arrive l'informatique, je te dis, je suis allé en apprentissage, malgré tout. Et j'ai fait, avec d'autres gens bien sûr, la collection du Centre Pompidou. C'était la première fois que je travaillais sur un système informatique. Comment tu penses, quoi? Et déjà, regarde, tu fais un film linéaire. À un moment, tu montes une dramaturgie, donc.
Et à un moment, tu amènes petit à petit les gens vers un grand effet dont tu es très fier, s'ils réagissent comme tu veux. Tu fais ça tout d'un coup, on est dans un système interactif, tu fais ça, ton bel effet. Ah, sauf que là, les gens peuvent repasser 3 fois dessus. Donc, au bout de la 3e fois, ça fait flop, quoi. Donc, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et à partir de là, moi, ça m'intéresse énormément. Tu n'es plus dans la même image, tu n'es plus dans le bel effet, tu n'es plus avec la mémoire du temps qui passe, où tu mets des petits signes avant d'arriver à vraiment la scène. Ce que tu fais aussi dans le spectacle vivant linéaire. Alors, tu connais le spectacle vivant, je veux dire, si le final il est raté, c'est en général du final dont on se souvient, dans le spectacle. Hein. Pas le théâtre de texte, donc, qui est tout à fait autre chose. Quoique Shakespeare, en son époque, c'était bourré d'effets, de machines, pour faire peur, pour faire... Tout ça, ça vient de ça, quoi. Parce que les gens avaient besoin d'avoir peur, ils avaient besoin de se rassurer. Moi, je me rappelle, quand Faust a été monté en Angleterre par Marlowe, attends, les diables avaient des pétards dans la bouche, ils tiraient des feux en même temps, ils se contorsionnaient à faire peur, les gens vomissaient, quoi. Non, non, mais je plaisante pas, c'était vraiment... Et ça, c'est le rapport au vivant. Donc, les origines de ça, c'est que dans ces machines qui rétrécissaient à vue d'œil, d'ailleurs, moi j'étais habitué au studio qui ressemble à des cockpits de Boeing 747, partout avec des manettes et une quantité. D'un coup, il n'y a plus rien là. Mais là-dedans, tu as les algorithmes, tu as la possibilité tout d'un coup de dire à ton ordinateur, la touche Z, si j'appuie dessus, elle fait Z. Mais si je veux, j'appuie dessus et elle fait Y. Ou elle fait une fois de temps en temps Y. Ou elle fera Y quand il y aura R devant. Ou elle va faire, je sais pas, lancer une image qui te fait un gros baiser sur la joue. Ou elle va aller le 15 février souhaiter l'anniversaire, le pixel va se transformer en fleur pour l'anniversaire d'une copine. Attends, c'est fabuleux. On est dans un autre monde. C'est-à-dire que ce que j'ai connu entre l'image analogique plein cadre, que tu truquais par-dessus plein cadre, jusqu'à la photocopie dégueulasse, le numérique, qui te permet de multiplier les couches, multicouches, on n'en pouvait plus de dire multicouches, mais où tu contrôles chaque pixel, pratiquement, quoi. Donc tu peux mélanger un personnage grand avec une tasse, avec un petit, etc. Formidable. Et tout d'un coup, en plus, tu peux dire à ton image, à un acteur, tout est acteur dans l'image. Le son, tout est acteur. À un acteur de l'image, tu fais ça dans telle circonstance alors que tu vas... Oui, alors, ce qui est tu parles de multicouches, tu parles de couleurs. Dans Digiden, il n'y a pas de couleur, c'est noir et blanc. Noir et blanc. Blanc. C'est tout le contraire de Pierre et Loup, où au contraire on était en plein dans, tu faisais allusion d'ailleurs au fauve, on était en plein dans l'enthousiasme de la couleur. Il y a deux raisons à ça. Il y a la technologie. Qui ne permettait pas la couleur. À l'époque, le noir et blanc est plus léger que la couleur, informatiquement, parce qu'il est sur Internet. Donc le camarade Marc Marchand, avec qui je l'ai fait, n'arrêtait pas de me faire enlever des couleurs. Donc ça, c'était une raison. Et puis, dans un écran, tu vois, la télévision, c'est 5 mètres. La vision, la bonne vision. En famille, 5 mètres. L'écran, c'est 50 cm. C'est grand, comme une scène d'opéra, un écran. C'est, pour moi, et puis en plus, ça a une profondeur. Ça va loin. C'est la caverne, quoi. Tu vas très loin. Donc, si dans un écran, si tu fais ça dans un écran de télé, regarde, un écran blanc de télévision vibre à peine un pixel, ça commence à raconter quelque chose, parce que tu le vois. Donc, tu as un changement total de vision. Donc, j'ai voulu rester dans le blanc, dans la page blanche, dans le tout blanc. Et la moindre petite chose, puisque c'est dessiné comme ça, 3 traits, genre Crobard que tu fais sur
sur une table, Oui, dans un café. comme ça en rigolant, avec là, puis après tu dis chiche, est-ce qu'il peut marcher? Oui, D'ailleurs, il ressemble d'ailleurs un peu, Dick Guiden, d'ailleurs, au c'est Marc personnage. Marchand qui m'avait dit, mais tu sais, moi je peux animer un tout petit personnage à ce moment-là. Enfin, il y a eu d'ailleurs, on en est les deux pères, quoi, je veux dire, parce que c'est lui qui est au piano derrière. Ah d'accord. Et comme nous avons 17 ans de connaissance, il en profite lâchement pour se venger au travers de Dick Guiden aussi. Non, non, mais Parce vraiment. que le personnage de Guiden ressemble un peu à un pendu dans ces jeux de pendu. Oui, voilà, c'est. Ça. Oui, le personnage que tu dessines avec Oui. Sauf que son animation, qui n'est pas une animation lisse, etc. Au contraire, comme ça, il marche un peu comme ça, puis le nez. Le moindre petite chose qu'il fait, voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié ses comportements. Et le plus important, mais ça je crois que je l'ai déjà raconté, c'est quand il a vécu sa vie à Issy-les-Moulineaux, dehors, dans son écran, pendant 5 jours. Ah non, ça tu ne l'as pas raconté. Il était tout seul. Mais si, j'ai raconté Ah tout non, ça. ouais, non, non, tu n'as pas raconté. Est-ce qu'on peut couper? Je vais chercher une clope. Non, 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 on le coupe. Oui, alors donc raconte-nous, parce que là tu ne l'as pas raconté, c'est l'affaire de Dick Guiden à Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux, donc il y a le Cube Multimédia. Et moi j'étais co-administrateur du Cube à une époque, parce que bon, je faisais partie de l'aventure. Alors le Cube, bah, Avec Nils Nils Assiersmanov. C'est quoi le Cube? C'est un club Le Cube d'utilisateurs? est en France, c'est le plus grand lieu d'art numérique, si je peux résumer, comme le ZKM est le plus grand lieu au monde d'art numérique. On a, comment ils disent les Canadiens, l'art médiatique. Non, le Cube, alors, au Cube, il y a donc... Ils ont eu une très très bonne idée un jour, c'est de dire on va faire une exposition d'art numérique dans la ville. À Issy-les-Moulineaux. À Issy-les-Moulineaux, où on sait très bien que Santini a fait de sa ville la ville numérique. Quoi. Tout à fait, oui. Et moi j'ai applaudi les trois mains, quoi. J'ai dit mais quelle bonne idée, comment vous allez faire? J'ai dit c'est simple, on va faire fabriquer ce qu'on appelle des sucettes, c'est-à-dire des écrans d'1 mètre, comme les trucs de Co, quoi. Ils ont fait fabriquer à Lyon, je sais pas quoi, et on va mettre des installations dans la ville. Voilà, et ils m'ont dit ça serait bien qu'il y ait Dick Guiden sur la petite place là-bas, mais qui, là, ça dure combien de temps l'expo? 5 jours. D'accord, mais il est là 5 jours. Alors là, c'est extraordinaire parce que tu n'es plus protégé par le ventre de la galerie, du musée, ou le etc. Tu es à poil dehors, quoi. Et puis, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... voilà. Et moi, ça m'a énormément excité, quoi. Alors, avec Marc Marchand et Xavier Descarpentris, qui est à la fois programmeur et musicien contemporain, je dis, je vais commencer à concevoir qu'est-ce que fait Dick Guiden pendant 24 heures sur 24, pendant 5 jours, dis donc. Dans son appartement. Alors d'abord, j'avais mis comme titre, ou comme sous-titre, un nouveau citoyen, un citoyen numérique arrive à Issy-les-Moulineaux, il cherche des contacts, etc. Parce qu'il était branché sur Internet. Donc les gens lui envoyaient des messages, oui. Des messages. Et là, il y a quelques anecdotes assez rigolotes. Et dit, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est là que tu penses autrement. Donc je dis, voilà, je fais tout un programme pour sa journée, il va hors champ, parce qu'il a le droit d'aller dehors, mais quand les gens sont assez loin, il s'agite beaucoup pour les attirer, pour qu'ils viennent, parce qu'il y avait un capteur. Il n'y avait pas 36 capteurs. Et ce capteur, c'était quoi? Ah, j'explique bien ça. Il explique bien. Non, j'explique bien. Ah oui, j'ai expliqué aux étudiants à Corfou. Ah oui, c'est pour ça que vous... parce qu'ils veulent mettre 200 capteurs a priori, ce que j'ai fait aux ZKM. Mais là, il y avait un capteur. On avait les moyens d'un capteur. Un capteur qui captait juste la présence. Simplement la présence. Alors, ça se résumait à, dans le programme, il y a quelqu'un. Et autrement, c'est même pas la peine de dire il y a personne, puisqu'il n'y a personne. Donc, il y a quelqu'un. Le capteur, c'est un capteur de distance, quoi, à 2 mètres quand tu passais dans le rayon. Ça disait au programme, à Dick Guiden, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alors, s'il y a quelqu'un, alors, je peux faire ça, 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 ça ou ça, ou la somme de ça, 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 ça ou ça, ou n'importe quoi, ou... Sauf que, il avait un seul neurone. Hein. Ça, c'est Marc Marchand, il m'a dit toujours qu'il n'avait qu'un neurone. Donc j'ai dit, Dick Guiden n'a qu'un neurone. Il a un seul neurone, et avec ce neurone, il ne sait faire qu'une chose. Regarder son agenda. À chaque fois
qu'il finit quelque chose, avant de commencer quoi que ce soit, Ouais. il regarde d'abord son agenda. Si l'agenda lui dit fais ça, ça, ça ou ça, alors il le fait, ou le fait pas, suivant le programme. Et après, il vise. Alors, Xavier, bien détestant Excel avec lequel je travaille, ce logiciel de comptabilité, il m'a développé un programme sur Excel pour moi. Où moi, je peux écrire dans Excel. Alors j'écrivais, j'avais juste quelques règles. Dickiden se comporte comme un affreux, etc., etc. Ou Dickiden a envie de voir sa petite Digidi. Alors, c'est quel jour? Digidi, elle est plutôt là le jeudi. Sinon, elle vit ailleurs. Donc, le jeudi, il risque d'y avoir Digidi. Si il rencontre Digidi, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Alors, des fois, ils s'engueulent, des fois, ils se font des baisers. Les enfants, attends, il y a eu des scènes à mourir de rire. Le patron de France Télécom, qui est à côté, le matin au boulot, donc vous voyez, Guiden. Alors, il y avait des scènes, je n'ai pas filmé. Lui était évidemment le patron de France Télécom et avec son mobile. Et Guiden était avec son mobile aussi. J'avais l'impression que les deux se dialoguaient. Et alors, il relevait ses mails, il montait à une échelle dans le browser, voilà, et il recevait des mails des voisins. Et un jour, on voit le mail, Guiden, on t'aime beaucoup, mais vraiment la nuit, tu nous empêches de dormir. On t'embrasse. Les voisins. Dit, quel est le problème? En fait, j'avais dit la nuit, quand il dort, quand même, il est vivant, on entend son cœur. Mais dans la journée, une place, avec les bus et tout, c'est un son, une hauteur de son. La nuit, quand il n'y a rien, alors une nuit, il a été même débranché. Gentiment. Mais les voisins ont prévenu, alors les gens le connaissaient. Alors, si j'avais pu avoir des sucettes partout, parce que moi, j'avais étudié avant, j'étais à côté, sur la route de la médiathèque, du métro, etc. Donc, tout d'un coup, le matin, tu as une suractivité. C'est vraiment l'art dans la ville, quoi. Et ça, qu'est-ce que j'aimerais travailler dans la ville. C'est absolument formidable, ça, comme projet. Et donc, j'avais dit, là, Guiden, il faut que tu sois vraiment agité pour que les gens viennent te voir, parce que son but, c'est d'avoir des contacts. Alors, entre telle heure et telle heure, je savais qu'il y avait le métro, tu regardes le tempo de la ville, quoi. Et alors là, il s'énerve, il envoie des couleurs, le son monte à fond la caisse, il fait l'intéressant pour que les gens passent le capteur, et là, il dit, t'es là. Alors, si t'es là maintenant, tu vas voir ce que je sais faire. Il en fait du cirque, il en fait des pieds de nez, ça dépend de son humeur. Donc j'avais défini quels sont les comportements de l'humeur, etc., etc., etc. Puis, quand même, parce qu'il y avait l'inauguration, donc quand tout le monde est venu pour l'inauguration, on avait quand même, je savais qu'il y a des endroits où il y avait des comportements, où il est beaucoup plus rigolo, etc., plutôt que de se mettre à pleurer tout le temps, ce qui lui arrive sur scène, où des fois il peut pleurer pendant, bon, jusqu'à temps qu'un spectateur fasse quelque chose pour qu'il ne pleure plus. Alors là, par Internet, on lui envoyait dans son agenda, attention, 15 heures, inauguration, alors, soit, ou ça, à la hauteur, quoi. Voilà. Puis alors, je pouvais écrire en langage libre, à condition de ne pas faire de trous et de ponctuation. Toi, tout était lié. Alors, je m'amusais parce que je mettais les plombs aussi. Je disais, Guiden fait le gros rat. Tu vois, parce que de là, il y avait des filles partout. Il y a Digidi, il y a je ne sais plus quelle autre nana qui lui roulait des fesses devant le nez. Enfin, tu vois. Et je disais, alors, après, c'est si tu as fait le gros rat, là, qu'est-ce qui peut se passer après? Et là, il va chercher dans des listes partout. Mais alors, cette affaire, ça m'a appris l'informatique. Ça t'a appris absolument l'informatique, j'imagine, et ça a duré 5 jours, simplement. Ça n'a pas été repris dans d'autres villes derrière? Non, j'ai essayé de vendre le système, et non, mais c'est très connu, Guiden, hein, on en parle dans les conférences, et tous les gens me le disent. Parce que, qu'est-ce que je peux te dire? C'est que simplement, c'est pas informatique. D'abord, c'est tout blanc. Les gens disaient, ça fait du bien de voir un écran blanc quand même. Tout à fait. Et puis on s'identifie au personnage.
c'est ton gamin, quoi. Et il n'y a pas de ville qui t'a dit, mais j'aimerais garder ça, comme on a des sculptures dans les villes, on en pourrait... Exactement. Et moi, personnellement, c'est ce que j'espère qu'il va se passer dans les années à venir, et que nos copains architectes se rendent compte que le 1%, c'est pas forcément du dur. Mais oui, Là, tu peux, à l'heure actuelle, même du point de vue sonore, bien sûr. les murs peuvent murmurer pendant 25 ans différemment, suivant ceci, cela. Les images, mais c'est que l'art, et ça je rêve de ça, s'intègre au tempo de la ville. Oui, Ne monte plus sur un piédestal. surtout quand on est avec des technologies qui permettent cette interactivité, avec ce personnage qui vit, qui réagit, qui répond, et qui effectivement... Mais l'éducation nationale s'était intéressée beaucoup à ça. Mais tu sais, ils sont frileux aussi. Oui. Ils disaient, oh, Digidel, ça serait vachement bien pour présenter les programmes aux enfants. Parce que les enfants fonctionnent vachement bien. Spontanément avec ça, bien sûr. Et pour le centre Pompidou, on m'avait demandé aussi un truc, mais bon, après, il faut s'occuper de la production, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. On vient d'avoir une conversation, il n'y a pas d'argent de production pour ça encore. Et c'est normal, parce qu'il faut créer les systèmes. Nous, la vidéo, au début, on n'avait aucun moyen de production. Il faut créer les systèmes. Mais là, on a le sentiment, c'est amusant, parce que je sais pas Oui, si mais là, d'autres... dans la ville, c'est bien. Est-ce que d'autres artistes font des choses comparables? Ou est-ce que là, vraiment, tu es tout seul? Parce qu'on a le sentiment là... J'étais tout seul. J'étais tout seul, je sais pas. Non, il y a des musiciens qui font des choses Ça un peut petit peu être, les voisines. musiciens ont toujours fait tout avant. Oui, Soyons clairs. Oui, ils ont fait plein de Ils ont choses. toujours fait tout avant. Mhm. La musique aléatoire, Oui, oui. ils ont été numérisés avant nous dans l'image, ils ont toujours fait tout avant. Moi, j'avais une adoration pour Cage, que j'ai eu le bonheur de rencontrer un soir dans un théâtre perdu du côté de Sochaux, entre deux stades de football, avec Merce Cunningham. Cage m'a aidé, mais incroyablement dans ma vie. Ça fait partie des personnages vraiment qu'on écoutait. Tout d'un coup, il parlait de la liberté des sons. Et puis, il se référait au yiking, qui est une mécanique. Digidel, c'est ça, quoi. Autant je peux te dire que Kagel, cet opéra dont j'ai parlé dans un autre interview, à Hambourg, cette espèce de Faust qu'il a monté, m'a amené vers les tautologiques, je suis sûr. Inconsciemment, en fait, c'est commencé, ça ne vient pas comme ça. Là, tu penses que Cage t'a amené à ça. Alors, Digidel, donc là, deux questions. La première, est-ce que c'est l'amorce, le pionnier d'une forme d'art ou de sculpture numérique ou électronique qui pourrait se développer dans la ville? On a l'impression que ça pourrait être ça. Si d'autres arts particulier, je voulais monter une autre chose que je vais te dire, mais c'est une bonne idée, j'en suis sûr. Maintenant, tout le monde va avoir chez soi des écrans plats, tu vois, intégrés, des tableaux. Je pouvais vendre à l'année des tranches de Digidel, des tranches de tableaux, parce qu'il est capable de te dire l'heure le matin quand tu vas te lever, d'être branché sur la météo et de te faire jouer la météo en direct, ça c'est du service, puis du jeu, et ce serait formidable d'avoir un réseau de collectionneurs qui ont chacun un écran et Internet, point, et à partir de là, de mon atelier, je fais vivre une œuvre, une année entière, ou 6 mois, sur un contrat, etc. Tout ça, c'est à faire. L'art intégré dans la ville, le 1%, etc., pour les musiciens, pour les gens de multimédia et tout, alors ça te bouleverse, ton truc, ta vision d'artiste. Toi, tu crées normalement quelque chose qui va être compris, réinterprété, etc. Mais là, tu tiens compte des réactions des autres, des tempos. Moi, quand je fais des workshops d'écriture interactive, je ne parle que de l'autre. Et alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qui semble-t-il a été pour toi la suite, c'est-à-dire ZKM. Oui. En deux mots, ZKM, c'est un centre d'art numérique. Un centre d'art numérique avec un musée des en Allemagne, où tu as monté 2 expositions. Où tu as contribué à 2 expositions. Il faut dire que Digidel est né d'un dragon. Peut-être un petit peu plus parce qu'il y a un problème de soleil. D'accord. Digidel est né d'un dragon parce que je voulais faire une œuvre virtuelle en ligne, un dragon numérique formé que de cônes, qui permettait une espèce de multiculture. Les gens, enfin, c'est un truc extrêmement compliqué, dont j'ai des disques d'ailleurs,
Voilà, et Guéden est né de ça, de la complexité du dragon. Mais Bruno Latour, je lui avais parlé le de ce sociologue, dragon, hein, il faut qui dire. est sociologue, philosophe. Donc si Spécialiste. tu dis qu'il est sociologue, Non, il n'est pas d'accord. philosophe, spécialiste Oui, de la sociologie. sociologie des laboratoires, Ouais. de la recherche scientifique. A monté il y a quelques années dans ce ZKM, ce Centrum für Kunst, une exposition qui s'appelait Iconoclash. Là, il m'a demandé une image pour le catalogue, etc. Puis, il a monté dernièrement une exposition en 2005, donc, qui s'appelle Making Things Public, comment rendre la chose publique, les choses publiques. Donc, une exposition sur la politique, mais qui ne critique pas la politique, qui offre aux gens des outils, bon, avec beaucoup d'artistes, de sociologues. Donc voilà, sur 3000 m², il a une exposition que lui conçoit comme commissaire, avec Peter Weibel, qui est le directeur du ZKM. Et il me dit, il me manque une chose, c'est la grande voûte où est peint toute la politique, la République, tu vois, comme on faisait au 19e. Bon. Il me manque ça, et ce livre dont je ne me souviens plus l'auteur, sur le fantôme du public. Quoi. Donc, il me dit, je vais te commander une œuvre, et j'avais parlé du dragon, je vais te commander une œuvre qui enveloppe toute l'exposition, qui est un fantôme, le fantôme du public. Mais cette œuvre, dans l'exposition, n'a pas de place particulière, et tu ne fais pas d'image, tu ne fais pas de son, tout doit venir du public. C'est évidemment une Pour quelqu'un défi, de l'audiovisuel, c'était un peu étrange. Et je me rappelle, Bruno était en train de nous faire des confitures de framboises qu'on terminait en coulis de framboises d'ailleurs. Bon voilà, la discussion. Et puis je dis, mais quand même, tu m'en dis un peu plus. Il me dit, en plus, ça va être dans un planning complètement glissant. Je ne sais pas, moi-même je suis dans l'expérience, le public sera dans l'expérience, tu ne sauras pas vraiment ce qu'il y a avant le moment où tu seras là, etc. Enfin, le truc où tu tombes à moitié fou, quoi. Je dis, mais quand même, dis-moi un peu plus. Il me dit, mais il faut que le fantôme fasse rendre compte au public qu'ils interagissent sur l'ensemble. Pas que sur des espaces, mais sur l'ensemble. En fait, il m'avait dit une phrase, c'est comment rendre conscient de conséquences imprévues un acteur involontaire. Tu es philosophe, mon cher, donc débrouille-toi avec ça. Après, j'ai dit, mais tu m'as dit cette phrase, c'est mon cahier des charges. Il m'a dit, comment j'ai dit ça? Tu vois. Et j'ai les croquis de lui, de schémas que j'ai gardés, hallucinants. On a fait des grosses séances là-dessus. Donc, comment faire, quoi. Donc, je suis retourné dans mon Excel, quoi, et j'ai dit quand même, par où je suis, quoi. Où est le fantôme? Alors, je lui ai proposé, je dis, voilà, comme ce sont les visiteurs qui vont faire le fantôme, donc, il y a une histoire de capter leur comportement, donc input. Puis, suivant ces inputs, qui vont se mouliner dans une boîte noire, ça donnera des outputs. C'est-à-dire, alors je dis, où sont les outputs? Alors, il me dit simplement, les outputs, ben ça tu les cherches. C'est-à-dire, en fait, je suis rentré dans tout ce qui est digital, tout ce qui est une prise digitale, les lumières que j'ai fait installer, des journaux lumineux, des écrans d'ordinateur, etc. Parce qu'il voulait au départ que je rentre dans les logiciels des œuvres qui étaient là. Oui, ce n'est pas évident. Alors j'ai dit, alors déjà, il va y avoir un problème avec les exposants. Il m'a dit, ce n'est pas un problème. J'ai dit, il y a un problème de temps et un problème d'argent. Parce que je dis, mais est-ce que tu sais ce qu'il va y avoir? Il me dit, non, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Je dis, comment veux-tu? Je rentre dans le logiciel. Parce que c'était ça la finalité. J'ai dit, puisque je ne rentre pas dans les logiciels, je suis au-dessus. Je suis partout au-dessus. Ouais, je suis partout. Alors, il y a quoi? Il y a des lumières, il y a des haut-parleurs, il y a des micros. Alors, en fait, on a installé, et là, j'ai été chercher quelqu'un qui dirige la Kitchen à Paris, qui est une boîte qui fait des développements pour les choses artistiques.
Et Thierry Cauduis, donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux t'associer avec moi pour cette histoire? Il a dit oui, le pauvre. Et à partir de là, j'ai dit, écoute, toi, tu feras le logiciel derrière. Donc moi, j'ai conçu, alors c'est des dizaines de pages d'Excel avec des liens hypertextes pour me dire, voyons, ce fantôme, alors on a installé quand même 200 capteurs de différents types, y compris des micros, qui captaient les sons ambiants et les sons des gens, que tu n'as pas le droit de reproduire en tant que tel. Donc, qui passaient dans des logiciels qui musicalisaient ce qu'ils disaient. Mais tout d'un coup, ça se mettait à hurler de partout, où toutes les lumières s'allumaient, où tu étais en train de lire une notice, et la lumière t'éblouissait complètement, enfin, parce que j'étais là pour perturber tout le système. Puis, dans les écrans, j'ai mis des fragments d'images, quand même, parce qu'après, j'avais un système génératif, des fragments d'images qui se composaient aussi sur... Alors, tout le programme était les inputs, alors suivant quand même les espaces de l'expo, les inputs, une boîte noire, c'est-à-dire il y avait 15 ordinateurs, la boîte noire était quand même un peu grosse, des centaines de kilomètres de câbles, bien entendu, ça reste physique. Les outputs, donc c'est une espèce de grande pieuvre que tu es là. Et voilà, j'ai fait un programme avec Thierry et avec des très très jeunes informaticiens qu'il a trouvé par Internet, parce que c'était un système PIDI. Et un jour, il les a fait venir à Paris. Et j'ai dit, écoute, tu les as trouvés à l'école d'Internet ou quoi? Ils ont 20 ans, quoi. Il y en avait un à Stuttgart, il y en avait un en Suisse, il y en avait un en France, il y en avait un en Italie. Et ils ont tous travaillé sur le, tu sais, ces logiciels qui gonflent au fur et à mesure. Et ben voilà, quoi. Et en plus, il me disait, dans ta boîte noire, il va y avoir tellement de possibilités que ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, ça conforte ma théorie. Bon, alors ça, il y a l'aspect Bruno Latour et sur sa dimension un petit peu expérimentale, mais pour le spectateur qui se promenait dans ZKM, c'était une expérience à chaque fois nouvelle. L'expo entière était une expérience nouvelle. On le voyait 15 fois, c'était 15 fois. Avec les amis, il n'était pas dans la même histoire. Tout à fait. Et grâce au son, grâce la lumière, des images, des journaux lumineux, qui envoyaient des slogans, enfin voilà quoi. Alors ça a été, de ton point de vue d'artiste, je ne parle pas du point de vue de Bruno Latour, pour lequel c'est plutôt de l'ordre de l'expérimentation, mais de ton point de vue d'artiste, c'est une réussite, une demi-réussite, un demi-échec? Est-ce que c'est quelque chose à répéter? Est-ce que c'est une expérience à faire une fois, point, puis c'est terminé? Est-ce que c'est quelque chose qui ouvre des fenêtres et des portes? Ah non, c'est tout l'avenir. Ah oui. Ah, c'est vraiment tout l'avenir. À l'heure actuelle, si je fais des workshops avec des jeunes, je parle que de scénographie numérique. Il y a scénographie numérique dans le spectacle vivant. Je vais parler un peu de Guiden et puis on parlera de d'autres. Et dans l'exposition, parce que c'est pas la même chose. Quand tu es sur la scène du spectacle vivant, soit-elle à l'italienne ou pas, hein, c'est direct, c'est ce qu'on appelle le temps réel. Et tu sais où est le spectateur, parce qu'il est là quand même de telle heure à telle heure. Et puis on voit comment il réagit. Quand tu es dans une exposition, tu ne sais rien. Tu ne sais pas où il est. Oui, et puis tu n'es pas là, toi non plus. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là, oui, tout à fait. Alors déjà, le fantôme, le matin, disait comment il se réveille. La nuit, il se réparait. Comme font les logiciels classiques. Hein. Il se réparait. Mais le matin, comment il démarrait? Alors, tu peux dire, il démarre à telle heure. Tu lui mets dans un agenda, parce qu'il avait un agenda. Expérience de Dickiden, hein, c'est clair. Ou alors, c'est la première fois quand un traverse tel capteur. Alors là, il commence. Après, qu'est-ce qui commence? Ah, c'est aussi une fonction du jour où on est et de l'heure qu'il est, etc., etc. Puis on a fait un logiciel quand même qui, à la fin, le fantôme s'est effacé lui-même. Donc on est là devant une espèce d'art tout à fait unique. Quand je parle du mérite dans la ville, ben oui. Mais ça, l'expérience est fabuleuse. Ah non, pour moi, disons que du point de vue sa réalité, parce qu'il n'a pas marché le jour du vernissage évidemment, mais ça c'est une autre histoire.
j'ai obtenu, je vais dire qu'il a marché à 80%. J'ai fait 80% des possibilités, mais pas plus. Et par contre, ça ouvre. Même une expo, je sais pas, Apple ou je sais pas quoi, tu peux mettre en scène une exposition avec le moment des photocopieurs ou, enfin, à partir du moment où tu penses, enfin, à l'heure actuelle, tu as les outils pour t'intégrer, l'art s'intègre et est direct avec l'autre. Alors Tu là, es plus sociable quand même. on est devant quelque chose qui est assez particulier, qui au fond n'existait pas, parce qu'on connaît l'art statique, la peinture, la sculpture, bon, ça a été créé, ça ne bouge pas beaucoup, sauf que le spectateur ne regarde pas tout à fait de la même manière selon les périodes, selon les heures de la journée, éventuellement avec l'éclairage, comme toi là maintenant tu es dans le soleil, Ah oui, dans le soleil, donc je me pousse un peu par là. voilà, donc on te voit très... Bon. Ouais. Tu as, pareil, le cinéma, je veux dire, c'est l'œuvre, elle est bloquée, elle est finie. Le théâtre, il y a une relation toujours un peu avec le public selon la manière dont il réagit. Tandis que là, on est quand même dans quelque chose qui est poussé très loin, où l'œuvre elle-même est modelée par les circonstances extérieures, par les spectateurs, et elle devient algorithme, là, pour le coup. Ah oui, c'est-à-dire il y a une esthétique de l'algorithme, là. Du comportement. Du comportement, oui. Ben oui. Oui, tout à fait. Et donc, cet ami Shu Yin-Chen, qui élève des algorithmes, des créatures depuis qu'elle était dans son école à Taïwan, fait des choses extrêmement poétiques avec ces algorithmes. Et je regrette que tu n'aies pas vu son installation, mais tu auras l'occasion. Maintenant, elle va faire une sorte de biosphère, comme ça. À l'heure actuelle, il y a la vie, quoi. Et c'est pour ça que Liquidel est une sacrée expérience. Dans le spectacle vivant, j'ai voulu la vivre, je l'ai vécu, hein. Et puis, dans la ville. Donc, quand tu es un artiste, tout d'un coup, tu n'es plus dans ton atelier. Tu peux prendre la ville entière. Le tempo de la ville, le comportement de la ville, les saisons, le jour, la nuit. Moi, j'avais déjà fait un site comme ça, qui, n'importe où dans le monde où tu es, était blanc sur noir le jour et noir sur blanc la nuit, ou l'inverse. Parce que tu as l'horloge universelle, voilà, tu peux faire une étude sociologique de l'endroit où tu es, et tu peux faire vivre, oui, parce que et elle se nourrit. Les spécialistes de l'art de scène, de l'art scénique, avec les happenings ou avec les environnements, avaient introduit le spectateur dans le hasard et le spectateur. Le hasard et le spectateur. Mais là, ça devient beaucoup plus subtil, puisque l'artiste peut reconquérir un peu la maîtrise de l'affaire en créant, en maîtrisant le hasard et en maîtrisant les comportements, en créant des... Le hasard n'existe pas en informatique. Tout à fait. Il se programme. Parce que les random que tu fais sur ton ordinateur ou dans ta chaîne, ah oui, tu peux avoir deux fois le même morceau qui arrive. Ça peut être gênant. Donc tu commences à dire, oui, tu peux venir quand tu veux, sauf juste derrière quand tu as fini, etc., etc. Et oui, bien sûr, c'est un autre comportement de l'artiste, un autre comportement du spectateur ou parce que tu peux aller aussi dans les appartements, ce que je te racontais tout à l'heure. Je rêve de faire ces œuvres à partir de mon atelier, et voilà, qui vont vivre chez les gens. Et aussi sur le service, sur l'esthétique, sur la réjouissance, ou la nuit. Tu as là-dessus des projets. Où est-ce que tu es... Non, mais je ne sais pas développer parce que j'ai fait autre chose. Mais est-ce que tu aurais envie de développer ce type de projet? Ah oui, ou est-ce que complètement. Complètement, oui. Mais tu comprends, je ne suis pas Gaudi, quoi. Par rapport à ce genre de projet, il faut un maire d'une ville qui est déjà câblé, qui a envie. On met les commerçants dans le coup, les institutions, les associations, les journaux lumineux dans la ville, les talala. Ça va venir, je suis sûr. Mais moi, à l'heure actuelle, je fais du spectacle parce que j'ai envie de faire Faust. Et Faust est une cybercomédie dont la représentation est entièrement fabriquée par les spectateurs. Mais... Donc on est un petit peu quand même dans la même idée. Ah, c'est la même idée. Sauf que tu as deux choses, tu as le spectacle vivant,
où les gens vont venir quelque part, et puis recevoir chez eux aussi. Et puis tu as la ville, quoi, la cité, parmi les autres, la place publique, les magasins, maintenant tous les magasins ont des écrans plats, ou même plus d'écran. Voilà, donc tu as l'usage personnel et l'usage sur la place publique. Et pour les artistes, c'est extraordinaire comme ouverture. Mais même, je te dis, une expo commerciale, tu vois, où chacun prend son stand, etc., puis ils essayent de faire une télévision de l'ensemble et tout, mais tout ça, c'est très linéaire, tu vois, parce que les gens filment, après, il faut qu'ils les montent, ils les envoient dans les tuyaux, mais tu peux mettre en scène, tu vois, la foire agricole m'intéresse, moi, tu vois, par exemple, quoi. Ou une exposition même, je sais pas, de logiciels ou de photocopieuses, enfin, il y a... Et je pense que là c'était plus en direct. Parce que maintenant tout le monde a ces espèces d'équipements, puis alors attends, sur le téléphone. Mais tout chacun peut le faire, bien sûr. Oui. Mais tu vois, et ça vaut des conversations, parce que un jour, quelqu'un va plonger là-dessus, tu vois, le cube a commencé, mais tout l'avenir est là, quoi. Ah oui, vraiment. Et c'est extrêmement réjouissant. Mais ça demande aux créateurs, on n'a plus le même comportement. C'est pour ça que je fais aussi dans les écoles d'art, bien que je ne suis pas prof, mais je fais des workshops là-dessus, parce que tu changes de comportement. Tu n'es plus là en train de pondre ton œuvre. Il faut bien que tu montres, tu pars de rien. Moi, je fais des workshops avec du papier quadrillé, des crayons de couleur. Alors, ce qui les étonne un peu, n'est-ce pas, les institutions quand même, quand on me fait venir. Mais c'est que tu vas changer ton comportement, tu vas tenir compte de circonstances, des imprévus, de l'ambiance, tout ce qu'on ne traite pas. Et plutôt que de ramasser dans un cadre, on explose. Ça diffuse. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui travaillent sur le même... Bon, probablement. Probablement, oui. Je ne connais pas trop pour tout te dire, mais oui, mais maintenant que en ligne, enfin, tout ce truc branché. Mais le commerce le fait. J'ai assisté à une démonstration de logiciel une fois pour je ne sais pas quoi je devais faire en Angleterre, qui ne s'est pas fait, où les magasins qui font du parfum, je ne sais pas si c'est Chanel ou je sais pas, qui ont des magasins partout. Il y a un logiciel central où ça diffuse dans le monde entier, les mêmes dans images, tous les magasins, les mêmes publicités, oui. Oui, ou des variations. Et où déjà, mettons, le droit de l'image, ça va s'arrêter le 19, et bien le 19, l'image disparaît, remplacée par une autre, etc. Donc techniquement, le support technique existe, quoi. Voilà. Voilà. Eh bien écoute, moi je te propose peut-être qu'on arrête ici cet entretien. Ah bah oui, là, on peut plus, là. On est parti de Digiden, on a abouti à des perspectives tout à fait excitantes. Dans un prochain entretien, on parlera de choses que nous avons laissées de côté, comme par exemple les dindons. Il y a plein de choses qu'on a laissées de côté. Ce sera peut-être pour un prochain entretien. Ouais. Écoute, merci. Ouais.